Salut, c'est Ben. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un contrat intelligent avec plusieurs phases, dont une phase en free mint. Nous aurons aussi des arbres de Merkle pour gérer les whitelistés et à la fin, nous aurons enfin un public mint. C'est parti. Je vous rappelle que ici nous allons juste créer le contrat intelligent. Si vous voulez aller plus loin au niveau des sites de Mint, au niveau du front, n'hésitez pas à voir ma formation. Nous avons un retour de 100% de gens satisfaits qui ont acheté la formation et vous pourrez voir sur le lien en dessous les témoignages des gens. Si ça vous intéresse, c'est parti, on commence. Je vais créer ici le contrat intelligent en utilisant ERC 721A. Du coup, je vais aller sur ERC 721A sur leur GitHub. Au niveau de Contracts, je vais copier l'intégralité du fichier ERC 721A et IERC 721A. Ok, je fais un copier-coller. Or, bien sûr, si vous utilisez Hardhat, vous mettrez tout simplement ces fichiers dans votre répertoire Hardhat. Ici, je crée par conséquent un fichier ERC721A.sol. Je mets le contrat intelligent et bien sûr, il me faut aussi l'interface IERC721A.sol. Ok, IERC721A, je viens le copier. Et je le mets là-dedans, super. Donc maintenant, nous allons passer à la suite. On va venir créer notre contrat intelligent, par exemple NFT is ERC721A.sol. Je vais cacher ça, on n'en a plus besoin. Et je vais commencer en mettant ici la licence. On va mettre du MIT et je vais mettre la version de Solidity que je vais utiliser qui est 0.8.15. À partir de là, je vais devoir faire des imports de OpenZeppelin. On va avoir besoin ici de Ownable qui permet d'avoir un propriétaire au contrat intelligent. J'aurai aussi besoin de la librairie Payment Splitter pour tout simplement ici mettre les différents récepteurs des gains de la collection de NFT. Import @OpenZeppelin, ensuite j'aurai utils, cryptographie, Merkle proof.sol. Ensuite, ça sera du coup pour les whitelistés. Ensuite, j'aurai besoin de la librairie strings, utils strings.sol. Et puis, écoutez, ensuite, on aura enfin besoin de ERC721A.sol. Et voilà. À partir de là, je peux créer mon contrat intelligent NFT is ERC721A. Ça va hériter de ERC721A, de Ownable et de Payment Splitter. Ok, super. À partir de là, ce que je peux faire, c'est using strings for uint, histoire en fait de pouvoir convertir les uint en strings. On va l'utiliser dans la fonction tokenery qui permet de dire que tel NFT est relié à tel fichier JSON. Ok. Et ici, le enum nous permettra de récupérer les phases dans le site de Mint. J'explique très bien ça dans ma formation. Whitelist, alors on aura d'abord le free mint, d'accord. Ensuite, on aura une période entre les deux. On aura la whitelist sale et on aura directement ensuite la public sale et pour finir, finished et enfin le reveal. Ok. À partir de là, il faut que je déclare mon step, public step. Je le mets en public tout simplement pour faire automatiquement un getter et pour venir récupérer ça sur le site de Mint au besoin. On aura ensuite uint private constante le max supply. On va dire que pour cette collection de NFT, on aura 100 NFT par exemple. On aura aussi le nombre maximum de NFT que l'on va pouvoir donner. On va faire une fonction de donation.
pour par exemple les influenceurs, etc. Ensuite, le nombre maximum de NFT pour le free mint, ça va être par exemple 20. Le nombre de NFT pendant la whitelist, ça va être, on va dire, 30. Et enfin, le nombre de NFT pendant la publique, qui va être du coup 100, moins 10, moins 20, moins 30. Si je ne me trompe pas, ça donne du coup 40. 40 plus 10, 20 plus 30 égale 100. C'est parfait. On va un peu continuer ici. Uint, private, constante. Le prix pendant la whitelist est égal à 0.1 Ether. On aura ensuite le prix pendant la publique qui sera de 0.2 Ether, comme quoi il y aura un avantage à minter ici en whitelist. Et bien sûr, on n'indique pas le prix pour le free mint puisque le prix est de 0. Okay. Ensuite, on dira quand la sale va commencer. Public sale start time. Et on va mettre ici un timestamp que l'on va récupérer de timestamp.fr. Donc c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Et je vais dire que par exemple, bon allez, on va dire que ça va commencer aujourd'hui, maintenant. Ok, super. À partir de là, j'aurai besoin d'un bytes32 public Merkle root, histoire de stocker la racine de l'arbre de Merkle. J'aurai besoin du base URI et j'aurai un mapping adresse vers des uint, NFTs, amount, NFTs, per wallet, free mint. J'aurai la même chose pour la whitelist et la public sale. En fait, ici, je vais mémoriser le nombre de NFT mintés par une certaine adresse lors de ces 3 phases, histoire d'avoir un nombre maximum de NFT qu'on peut minter par adresse pendant la free mint, pendant la whitelist et pendant la public. Et du coup, on va indiquer ici ce nombre maximum max NFT per adresse during free mint. On va dire que ça va être 2. On va avoir la même chose ici pour la whitelist. Whitelist, ça va être par exemple 3. Et pendant la public sale, ça va être alors 5. Ici, il ne faut pas que j'oublie de finalement changer ici en public. Voilà, parfait. On aura un uint private team length qui permettra de savoir le nombre d'adresses qui vont réceptionner les gains de la collection de NFT. Et pour cela, on va avoir un tableau d'adresses private team est égal. Et là, on va mettre les adresses qui sont disponibles directement dans Remix. Alors là, je vais mettre la VM. On aura la première. Donc ici, vous avez un ensemble d'adresses avec 100 Ethers sur chaque adresse que vous pouvez utiliser. Je vais dire que la première est réceptrice des gains. La deuxième et la troisième, bien sûr, de votre côté, vous allez mettre ici les adresses des membres de l'équipe. Et ensuite, vous ferez aussi un uint private team shares. Et là, on va dire que la première adresse va toucher 50%, la deuxième 45% et la troisième 5%, par exemple. Ok, super. Ensuite, on aura le constructeur. Dans ce constructeur, je vais passer la racine de l'arbre de Merkle. Je vais passer aussi le base URI. Ça sera de l'ERC 721A. Je vais dire que ma collection va s'appeler BenBK et que le symbole sera BBK. On va hériter du payment splitter, bien entendu. On va indiquer les teams et team shares. À partir de là, je dis Merkle root est égal
à Merkle route passée en argument du constructeur. Pareil pour le base URI. Et pareil pour le team length. Par contre, le team length, c'est égal à la taille du tableau d'équipe. Et on verra pourquoi on utilise ça. C'est pour faire le paiement automatisé. On va commencer ici par la fonction qui permet de faire le free mint. Alors cette fonction ici, c'est un certain nCount qui va pouvoir minter une certaine quantité de NFT external. Et c'est tout. Bien sûr, on n'a pas besoin de mettre payable ici puisque l'utilisateur peut minter tout simplement gratuitement. Cependant, maintenant, j'aimerais qu'on puisse minter juste si on est dans les bonnes étapes ici. Et pour cela, je vais créer une fonction qui va s'appeler ici function getStep. Elle est en public view returns et ça va me retourner une step en fait. Et cette step, elle va être retournée en fonction du timestamp actuel et des timestamps que je vais décider pour les différentes étapes. Donc par exemple, regardez, ifBlock.timestamp, donc le timestamp actuel, est-ce qu'il est inférieur au sale start time? Si c'est le cas, finalement, c'est que la sale n'a pas encore commencé. Ici, le sale start time, c'est le moment où la sale commence, d'accord? Et bah, finalement, si la sale n'a pas encore commencé, donc si le free mint n'a pas encore commencé, on sera du coup en before. Du coup, là, je retourne step.before. Si par contre, le bloc.timestamp est supérieur ou égal au sale start time et que le bloc.timestamp est inférieur au sale start time plus 12 heures, alors je vais retourner ici step.freemint. Pourquoi? Ici, je dis en gros que tout simplement, le free mint, il va commencer quand le sale start time, quand on rencontre le timestamp sale start time, et va durer du coup pendant 12 heures. Et du coup, si le timestamp actuel est entre le sale start time et le sale start time plus 12 heures, bah, je suis actuellement en free mint. Si par contre le bloc.timestamp est supérieur ou égal au sale start time plus 12 heures, et que le bloc.timestamp est inférieur au sale start time plus 24 heures, alors je vais dire ici un return step.between. Donc ici, on sera entre deux phases. On aura fini le mint public et du coup, en attendant la whitelist sale, on va avoir une période un peu de flottement pendant 12 heures. Ensuite, si le bloc.timestamp ici est supérieur ou égal au sale start time plus 24 heures et que le bloc.timestamp est inférieur au sale start time plus 36 heures, alors on va retourner ici le step.whitelist sale. Donc 24 heures après le free mint, il y aura la whitelist sale et cette whitelist sale va durer pendant 12 heures. Tout de suite après la whitelist sale, on aura la public sale qui va aussi durer ici 12 heures. Donc if block.timestamp est supérieur ou égal à sale start time plus 36 heures et que le block.timestamp est inférieur ici au sale start time plus 48 heures, alors ici on va retourner du coup par conséquent la step.whitelist sale. Ok? Après la whitelist sale, alors c'est pas step whitelist sale, c'est step public sale, je fais une erreur, public sale. Après la public sale, on a du coup finished. Donc if block.timestamp ici est supérieur ou égal à sale start time plus 48 heures et que le bloc.timestamp est inférieur au sale start time plus 60 heures, 60 hours,
on sera du coup en return step.finished. Donc là, en gros, avant le reveal, entre la public sale et le reveal, on aura par conséquent 12 heures. Et if block.timestamp est supérieur ou égal au sale start time plus 60 heures, alors dans ce cas-là, je vais retourner step.reveal. Reveal. Ok, super. Donc là, cette fonctionnalité me permettra, en fonction du timestamp actuel et en fonction du sale start time, de me dire en gros où j'en suis actuellement. Donc ici, au niveau du prix du free mint, il faut forcément que le getStep soit égal ici à step.freemint. Sinon, on dira freemint is not activated. Donc là, en gros, je dis à l'utilisateur, si tu veux minter, ben, il faut que tu sois dans la step freemint, puisque c'est la fonction de freemint. Ensuite, il faut que le nombre de NFT du wallet de l'utilisateur, enfin qu'il a finalement minté pour cette collection, plus la quantité qu'il veut minter, ça ne doit pas ici dépasser max per adresse during free mint. Et sinon, on dira you cannot mint more than 2 NFTs. Je crois que c'était 2 NFT de mémoire pour le free mint. Donc je vais peut-être juste mettre ça à la ligne, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut que le total supply, le nombre de NFT vendus au total dans cette collection, plus la quantité, ne dépasse pas ici max free mint. Sinon, on dira max supply exceeded. Donc là, en gros, on a déjà vendu un certain nombre de NFT pendant cette collection. Et si on ajoute à ça la quantité que l'utilisateur veut minter, bah, si c'est toujours inférieur ou égal au max free mint, bah, tant mieux. Et sinon, bah, c'est que finalement, il n'y a plus assez de NFT à minter ici pour ce free mint. Ensuite, on met à jour ici la quantité de NFT de l'utilisateur qu'il a minté pendant le free mint. On fait plus égal quantity. Et enfin, on mint pour du coup le count, ici la quantité. Ok, et je crois qu'on est pas mal, on va sauvegarder. On a une petite erreur qui doit être en fait, j'imagine... Non, c'est pas la version de Solidity du coup. Ligne 14, qu'est-ce que l'on a fait comme bêtise? Alors, l'inum step ici, c'est effectivement inum step, il faut donner un nom. Voilà. Ici, il faut mettre un point-virgule, bien entendu, au tableau Team Shares. Donc, mettez un point-virgule ici. Alors, on a une autre erreur. Not found, cryptographie, Merkle proof. Donc, j'ai dû mal écrire ici l'import. Open Zeppelin contracts. Voilà. Super, et on voit qu'effectivement, ici, ça compile bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est la fonctionnalité de whitelist mint. Donc ici, avant de faire la fonctionnalité de whitelist mint, il faut bien sûr que je teste, que je fasse la fonction qui me permet de savoir si un account est whitelisté. Il faut bien sûr une preuve de Merkle pour ça, que vous générez typiquement dans le front. Internal view returns bool. Donc cette fonctionnalité ici va me dire si une adresse est whitelistée ou pas. Pour cela, je peux faire return Merkle proof.verify. Au niveau ici, on aura du verify, on aura la preuve, la racine de l'arbre de Merkle et bien sûr le count de l'utilisateur haché ici encode packed en KESAC 256. OK. Super. Donc ici, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les arbres de Merkle et j'ai aussi fait une autre vidéo précédemment sur le RC721. Vous tapez
BNBK, Payment Splitter, Whitelist, ça devrait suffire. Ok, donc on a une petite erreur ici. Alors, quelle est l'erreur? Ici, en effet, il faut que je mette proof comme cela. Voilà. Et là, du coup, on est bon. On va en profiter pour faire quelques petites fonctions ici qui sont assez banales. Comme la fonction token URI qui permet de retourner ici l'ID, enfin plutôt le fichier JSON rattaché à un NFT pour avoir son image, ses métadonnées, etc. qui vont s'afficher sur OpenSea, public view virtual override ERC 721A I ERC 721A returns string memory. Ok, je vais juste mettre le returns string memory pour que vous puissiez tout voir. Super. Et là, si bien sûr le NFT existe, token ID, bah tant mieux. Et sinon, on dira NFT not minted, par exemple. Ça veut dire que le NFT n'aura pas été minté pour le moment et qu'on essaye d'accéder aux métadonnées d'un NFT alors que pour le moment, il n'est pas encore minté. Et sinon, on fait un return string abi.encode packed base URI. Et ici, on met token id.toString. Donc, on forme en fait l'URL IPFS CID, le token ID. Et on finit bien sûr par le .json parce qu'on a des fichiers .json. Je vais faire une fonctionnalité ici qui me permettra de changer le sale start time avec un autre sale start time external. Bien sûr, en only owner, vous permettez juste à l'administrateur ici de changer ça. Sale start time est égal à sale start time. Je sauvegarde, on a une petite erreur ici. Oui, j'ai oublié une parenthèse, voilà. Et ici, alors, function set sale start time, uint sale start time, external only owner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah non, c'est pas là, ok, parfait. On va continuer en faisant une fonctionnalité nous permettant de changer le base URI, string memory base URI, et c'est clairement la fonctionnalité que l'on appelle quand on veut faire le reveal d'une collection de NFT, parce que finalement on change le base URI pour faire le reveal d'une collection de NFT. Bien sûr, en only owner, ne laissez pas n'importe qui changer ici cela. Si vous voulez changer les whitelistés, vous pouvez faire une fonction set merkle root bytes 32 merkle root external. Only owner, bien entendu, merkle root est égal ici à merkle root. Donc c'est juste encore une fois le propriétaire ici du contrat intelligent qui peut changer cela. Enfin, on va faire une fonction release all external qui permet de déclencher le paiement des gains vers les différentes adresses du payment splitter. Donc vous allez avoir de l'argent sur le contrat intelligent qui est issu des ventes et vous allez finalement dire que la première adresse va toucher 50% de l'argent, la deuxième 45% et la troisième 5%. Donc au niveau de la fonction release all, on va faire une boucle dans ici le tableau des équipes. Et pour chaque partenaire de l'équipe, on va faire un release de tous ces gains. Ok, donc j'explique ça un peu plus longuement dans ma formation, bien entendu. Je suis assez rapide là, mais voilà. Et enfin, on override la fonction receive, override, external, payable, revert, only if you mint. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, on va mettre des double quotes. Ce que je fais ici, c'est que si l'utilisateur nous envoie de l'argent sur le contrat intelligent sans passer par une fonction de mint, j'annule. Voilà, ça fait vraiment très pro de faire ça. Vous n'autorisez pas à ce que n'importe qui vous envoie de l'argent. Souvent, c'est plutôt une erreur. Donc ça arrangera la personne ici qui se trompe. On va continuer ici cette vidéo avec du coup le mint en whitelist. Donc au niveau ici du mint en whitelist,
on va avoir function whitelist mint. C'est une adresse qui va minter. Elle va minter une certaine quantité. Et on aura bytes32 call data proof. Ça sera external payable. Cette fois-ci, effectivement, on autorise l'utilisateur à nous envoyer de l'argent via cette fonction parce que ce n'est plus gratuit. Donc ici, le bytes32 call data proof, vous le voyez, on le verra un peu plus tard comment on va le générer avec un petit script. On va aussi générer la racine de l'arbre de Merkle. Donc ici, bien sûr, il faut que le getStep soit égal à step.whitelistSale. Sinon, on dira not the moment to mint for the whitelist sale, par exemple. Il faut aussi, bien entendu, ici que l'utilisateur soit whitelisté. Sinon, on dira not whitelisted. OK. Donc ici, au niveau de ma fonction isWhitelisted, j'avais le count et la preuve. D'accord ? Donc la proof ici, attention, il faut mettre un underscore. Super. Il faut, encore une fois, que le nombre de NFT mintés par cette adresse pendant la whitelist ici, plus le nombre de NFT qu'il veut actuellement minter, soit inférieur ou égal ici à max per adresse during whitelist. Et sinon, on va lui dire you can only mint 3 NFTs during the whitelist sale. Voilà. Et puis, bien entendu, le total supply, le nombre de NFT réservés pour cette phase, plus la quantité qu'il veut minter. Alors du coup, le total supply, je vous rappelle, c'est le nombre de NFT qui a été minté pour le moment. Donc là, le nombre de NFT qui a été minté pour le moment, plus la quantité, ça ne doit pas dépasser le nombre de NFT assignés à la whitelist. Ce qui est bien avec ce système, c'est que si tout le monde, bon j'en doute, si tout le monde n'a pas minté pendant le max free mint, du coup les NFT non mintés sont reportés sur la whitelist. Et ça c'est vraiment bien. Max supply exceeded, si ça fonctionne pas. Ok, super. Ensuite, on aura le message point value. L'argent que l'utilisateur nous envoie doit être supérieur ou égal au prix pendant la whitelist fois la quantité mintée. Et sinon, on dira not enough funds. Et enfin, on met à jour ici le mapping amount NFTs per wallet message.sender plus égal quantity. Et on fait le safe mint de le count sur le count de la quantité. Ok, super. On a toujours une petite erreur. De quoi s'agit-il? Alors, ligne 141. Voyons voir ce que j'ai fait. Donc là, Merkle root avec un R majuscule à ce niveau-là. Ok. Et puis, on va continuer avec le mint public. Continuer et terminer d'ailleurs avec le mint public. On aura du coup function public mint address account uint quantity external payable. Et du coup là, l'utilisateur, on va lui dire require get step. La step actuelle, ça doit être égal à step.public. Alors, public, alors, je ne sais même plus comment c'est nommé, public sale, voilà. Et sinon, on dira not the moment to mint during public. Ok, voilà. Ensuite, alors bien sûr, hein, vous allez un peu améliorer les messages d'erreur, là, c'est pas top top. Require le nombre de NFT mintés pendant la public du message.sender plus la quantité ici qui veut minter doit être inférieur ou égal à max per adresse during public. Et sinon on dira you can only mint, je crois que c'est 5 NFTs during the public sale. Et qu'est-ce qu'on avait mis d'ailleurs au niveau du whitelist ici? 3, ouais. Ok, bien entendu, encore une fois, le total supply ici plus la quantité doit être inférieur ou égal à max supply, plutôt
max per adresse during public, voilà. Sinon, on dira max supply exceeded. Or, je dis n'importe quoi, c'est pas max per adresse during public, c'est max public, voilà. Alors, attention, parce que ici, d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'une erreur. Là, c'est max whitelist plus max free mint. Et là, ça sera max public plus max free mint plus max whitelist. Voilà. Ne pas se tromper à ce niveau-là. Ok, on regarde si le prix payé par l'utilisateur est supérieur ou égal au price public fois bien sûr la quantité qu'il veut minter. Et sinon, on dira not enough funds. Et enfin, l'amount NFTs per wallet public message.sender plus égal quantity. On met ça à jour histoire qu'il ne puisse pas minter plus de 5 NFT pendant cette phase. Et on fait enfin un safe mint ici de account quantity. Et écoutez, je crois qu'on est bon. On a une petite erreur à la ligne 137. Donc voyons voir un peu de quoi il s'agit. Donc ici, peut-être qu'il faut enlever le IERC 721A éventuellement. Ok, effectivement, désormais, ici, ça fonctionne. Donc on va passer à la prochaine étape dans laquelle nous allons déjà réaliser ici un script qui nous permet de générer la racine de l'arbre de Merkle ainsi que les preuves. C'est parti. Donc ici, je vais créer un nouveau dossier finalement. Je vais appeler ça Merkle Root and Proof. Je vais ouvrir ici ce dossier avec Visual Studio Code. Je vais lancer le terminal. Ok, super. Je vais rapetissir ça, comme ça ma tête ne dérange pas a priori. Voilà. Ok. Et ici, je vais faire un npm init-is, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, super. Et je vais faire un npm install Merkle tree.js et Kesak 256. Donc ça, c'est deux librairies qui vont être ici indispensables pour tout simplement créer des arbres de Merkle et aussi hacher les accounts. Ok, à partir de là, je vais créer un fichier tokens.json. Ce sera finalement ici les whitelistés. Donc ça va être un tableau d'objets. Et pour chaque objet, on aura ici une adresse Ethereum, par exemple. Moi, je vais dire qu'on aura 3 whitelistés. Et au niveau des adresses, bah, vous allez tout simplement ici récupérer les adresses là-dessus. Alors, j'ai du coup... Alors, ça va aussi être les 3 adresses finalement qui sont réceptrices des gains de la collection de NFT. On va pas trop s'embêter. Voilà. Ok. Ensuite, voilà, faut nouveau que j'aille là-dessus. La deuxième. Et enfin, la troisième. Voilà, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que dans un fichier index.js par exemple, que je parcours ici toutes les adresses et que je forme un arbre de Merkle avec. Donc pour cela, j'ai besoin de Merkle tree est égal à require ici de Merkle tree.js. Ensuite, j'aurai besoin de Kesak 256 est égal à require Kesak 256. Et finalement, bien entendu, j'aurai besoin ici de mon fichier tokens. Alors encore une fois, j'explique ça bien plus longuement dans ma formation. Là, le but, c'est d'aller assez rapidement pour faire les choses correctement, mais aussi rapidement, puisque au niveau des vidéos, les gens lâchent assez vite si les vidéos sont trop longues. Alors, j'aurai une fonction main avec un point zen process.exit de 0. Alors c'est un peu embêtant là ce qui se passe, voilà. Et s'il y a une erreur, alors j'attrape l'erreur
Et je fais un console.log de l'erreur, console.error de l'erreur. Du coup, c'est vraiment embêtant, là, les trucs qui passent au-dessus. Bon, c'est pas dramatique. On va faire avec, il faut juste que je modifie finalement l'emplacement de ma souris ici. Et on a le process.exit 1 s'il y a une erreur. Ok, super. Donc là, je crois qu'on est pas mal. Par contre, il faut bien entendu qu'on fasse cette fonction asynchrone main. On va avoir un tableau. Dans ce tableau, je vais mettre toutes les adresses des whitelistés en parcourant ici le tokens.json. Donc pour chaque adresse que je rencontre, je la mets ici dans ce tableau. Ensuite, ce tableau, attention, vous avez les accounts, mais il faut en faire des feuilles. Et les feuilles, c'est rien d'autre ici que des adresses hachées en KESAC 256. Donc const leaves est égal à tab.map. Pour chaque adresse, je vais hacher cette adresse en KESAC 256. Voilà. Ok, super. Ensuite, j'aurai l'arbre finalement de Merkle est égal à new Merkle tree. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, finalement, je fais juste un nouvel arbre de Merkle avec la librairie. Pour cela, il faut les leaves. Ensuite, il faut le KESAC 256. Alors, on va juste agrandir ça. Voilà, on aura peut-être moins de soucis. KESAC 256 et ensuite sort true. Donc là, le KESAC 256, il me dit tout simplement finalement comment est haché ton tableau. Ensuite, on aura const la feuille pour laquelle on veut la preuve. On va laisser ça pour le moment vide, mais il faut le hacher en KESAC. Et la preuve, je la récupère en faisant un tree.getX_proof de la leaf. Voilà. Et ensuite, je peux faire un console.log en disant que la route, du coup, c'est la tree.getX_route. Et on aura ensuite la preuve pour une certaine adresse. Donc à chaque fois, il faudra remplacer ici l'adresse par celle qui veut minter. On verra ça dans les tests. Et du coup, la preuve, proof, ça sera du coup la proof. Ok, super. Voyons voir juste si ça fonctionne. Node index.js. KESAC is not defined. Alors à quel moment j'ai juste mis KESAC tout court? Ah voilà, KESAC ici 256. Attention avec ça. Ok, bien sûr, je n'ai pas de preuve. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas mis ici une adresse qui est dans le fichier tokens.json dans la preuve. En fait, pour générer la preuve, elle est générée en fonction d'une adresse qui est présente dans la whitelist. Donc l'adresse qui va minter au niveau de la whitelist sale, pour générer la preuve à envoyer du coup au contrat intelligent, il faudra absolument à chaque fois ici, de notre côté, remplacer ici la leaf par la bonne adresse qui essaye de minter. Et maintenant, on voit qu'on a effectivement une preuve. Et on va pouvoir continuer en testant vraiment là le contrat intelligent pour de bon. Ok, donc maintenant qu'on a ici effectivement la racine de l'arbre de Merkle ainsi que les preuves, alors je vais juste copier la racine de l'arbre de Merkle. Alors attention, là je vais juste mettre un espace, ce sera un peu plus clair, et relancer le script. Et voici ma racine de l'arbre de Merkle pour les 3 adresses whitelistées. Alors, voilà. À savoir que je voulais juste répondre à certaines questions. Du coup, j'avais demandé sur mon Discord ce que vous vouliez pour la vidéo du site de Mint. On m'a demandé de faire une gestion des royalties. Alors, il y a EIP 2981 qui marche moyennement bien. Malheureusement, on pourrait aussi faire à la limite transférer une part de l'argent au niveau du Before Token Transfer de l'ERC 721. Mais le mieux, malheureusement, pour le moment, au niveau des royalties, c'est de se connecter sur toutes les marketplaces et de les mettre à la main.
Ok, donc c'est un peu embêtant, mais pour le moment, il n'y a pas mieux. On m'a demandé de faire une whitelist avec ECDSA. Alors c'est prévu, mais malheureusement, pour faire une whitelist avec ECDSA, vous avez besoin de tout simplement d'avoir aussi une base de données avant. Donc vous allez générer finalement des signatures avec un compte administrateur. Et il faudra bien ici stocker ces signatures pour chaque personne qui veut minter. Maintenant, hein, franchement, toutes les collections passent par un arbre de Merkle. C'est ce qui fonctionne le mieux et qui est le plus pratique. Ok, et continuons du coup désormais avec le test ici. Alors, je vais déployer du coup NFT isERC 721A. Je vais mettre la racine de l'arbre de Merkle et le base URI. Je vais mettre un base URI quelconque hein, que vous pouvez récupérer en mettant les NFT sur IPFS. J'ai fait suffisamment de vidéos avec cela. Ok, super. Ici, on va déjà faire un get step pour voir dans quel step on est. Donc, on est actuellement en step 1. Donc ici, si je veux me mettre en step 0, il faudra finalement que je mette un timestamp dans le futur avec le set sale start time. Donc je peux mettre le timestamp actuel plus 1 minute par exemple. Allez. Je fais la transaction et désormais ici le get step est bien à 0. Super. Je vais revenir en arrière au niveau du sale start time et je vais dire que ça a commencé il y a quelques secondes. Quand je fais le get step, ok, on est du coup en step free mint. Par conséquent, l'utilisateur ici peut minter gratuitement des NFT en ne dépassant pas, qu'est-ce qu'on a mis, 2 NFT. Donc si pour cette adresse ici, j'essaye de minter 10 NFT, on verra qu'en effet, ça ne fonctionne pas. You cannot mint more than 2 NFTs. Ok, super. Donc je vais essayer d'en minter 2. Transact, effectivement ça marche. Et par conséquent, ici, au niveau du balance off de cette adresse, on voit que effectivement cette adresse possède désormais 2 NFT de cette collection. On voit que le total supply aussi un peu plus bas, qui est le montant total de NFT minté dans cette collection, est bien de 2. Ok. Ok, donc vous pouvez aussi minter à ce moment-là avec une autre adresse. Donc ici, il faudrait peut-être vérifier le max supply exceeded, mais ça doit fonctionner sans problème. Amount NFTs, ok. Donc cette fonctionnalité ici marche. Maintenant, regardons le get step. Je vais me mettre en step whitelist sale pour essayer de minter pendant la whitelist. Du coup, il faut mettre le sale start time plus 24 heures. Donc ici, je vais mettre ça moins 24 fois 3600. Et c'est égal du coup à ce timestamp. Et ça, c'est le timestamp que l'on avait il y a 24 heures. Et du coup, quand je fais désormais un get step, je suis en 3. Super. Et on voit qu'effectivement, 0, 1, 2, 2, 3, on est en whitelist sale. Donc pendant la whitelist sale, ici, je peux minter avec une certaine adresse. Je vais prendre celle-ci. Elle est bien dans la whitelist. Alors, du coup, c'est whitelist mint. Ok, alors est-ce que j'ai oublié de faire le payable au niveau de la whitelist mint? External, payable. Non, c'est bon. Ah oui, il est bien en rouge. Ok, c'est parfait. Alors, on fait du coup une quantité de, par exemple, 3 NFT. Et au niveau de la preuve, ici, du coup, il faut que je génère une preuve pour cette adresse. Je vais du coup, là-dedans, mettre cette adresse. Et regardez, la racine reste la même, mais la preuve, effectivement, change pour chaque adresse. Donc vous allez ici copier la preuve. Cependant, attention, la preuve, regardez, c'est un tableau de bytes. Donc on met la preuve entre crochets. D'accord? Donc il y a des crochets avant et après la preuve. Mais attention aussi, c'est que au niveau ici de la preuve, il faut mettre des double quotes. Voilà, là vous voyez une virgule, donc c'est un tableau avec des éléments entourés de double quotes. Voilà. J'essaye de minter not enough funds. Forcément, je n'ai pas transmis ici d'Ether. Donc je vais minter, par exemple, je vais lui donner
6 Ethers pour minter, on peut mettre plus que le prix pour minter. Transact, et effectivement quand je fais un balance off de cette adresse, donc une autre adresse avec laquelle j'ai minté, pas la première, on a désormais ici 3 NFT. Par contre, si avec cette adresse, j'essaye nouveau d'en minter 3, il va me dire « You can only mint 3 NFTs during the whitelist sale ». Le not enough fund, ça marche. Et le max supply exceeded devrait fonctionner. Max whitelist plus max free mint, effectivement. Oui. Ok, super. Donc, on va passer à l'étape public mint. Donc ici, il faut encore que j'enlève 12 heures en plus. Donc, je vais faire le calcul. Donc, je mets un nouveau sale start time. Set sale start time. Où est cette fonction? Alors, voilà, elle est là. Et du coup, quand je fais le get step, alors on est toujours en step 3. Alors, je vais nouveau enlever ici un peu plus. Alors, le set sale start time, on va voir un peu ce qu'il se passe. Ownable, color is not the owner. Ok. Donc en fait, j'arrivais pas ici à le faire parce que je n'ai pas utilisé l'adresse qui est la propriétaire du contrat intelligent. Et bien sûr, puisqu'on met un only owner, c'est que les propriétaires, enfin le propriétaire du contrat qui peut changer des données aussi sensibles. Et maintenant, on va faire le get step et on est bien en step 4. Voilà, parfait, ça fonctionnait en effet. Et du coup, puisque je suis en step 4, je peux utiliser le public mint. Du coup, n'importe quelle adresse qui n'est pas whitelistée d'ailleurs va pouvoir minter. Et là, on a un maximum de 5 NFT. Donc si j'essaye d'en minter 6, on voit que ça ne fonctionne pas. Si j'essaye d'en minter 5, j'ai pas donné assez d'argent. Donc ici, je vais mettre 10 Ethers par exemple. Mais si j'essaye nouveau d'en minter 5, forcément, ça ne marche pas puisque cette adresse a déjà minté ici 5 NFT. Et j'ai oublié la fonctionnalité aussi de gift. Function, gift. Donc on ne va pas la tester ici. On va donner à une certaine adresse un nombre ici de NFT. External, only owner. Bien sûr, c'est juste le propriétaire du contrat intelligent qui pourra ici faire cette fonction. Alors, require, le total supply plus l'amount doit être inférieur ou égal au max supply. Donc si on n'a plus de NFT à minter, on a un nombre maximum de NFT, ben on ne pourra pas ici les donner, les minter nous-mêmes et du coup les donner. Et au niveau du message d'erreur, max supply exceeded. Ok, parfait. Et si c'est bon, je pense qu'on peut faire un safe mint vers le count amount. Ok, on est bien en only owner. On a la notion de max supply. Je crois que c'est tout ce que l'on a besoin. Et effectivement, on a juste besoin de ça ici. Or, vous pourriez peut-être mettre un require pour que le get step soit supérieur à une certaine step. Bon, il n'y a pas forcément d'intérêt, mais voilà. Ok, et puis maintenant, on va vérifier le release all. Donc ici, on avait certaines adresses, donc la première, deuxième, troisième. Bon, on a aussi minté avec, donc ça ne sera pas trop parlant. Mais regardez leur montant en Ether actuel et regardez lorsque je vais cliquer sur Release All. Alors, tout le monde peut déclencher la fonction Release All. Tout simplement parce que les adresses qui vont réceptionner les gains de la collection de NFT sont prédéfinies. Donc, on ne peut pas les changer. Donc, si quelqu'un a envie de payer les frais de gaz pour faire un Release All, tant pis pour lui, comme on dit. Et on va voir du coup l'argent que possèdent voilà, ces différentes adresses. Ça a augmenté. On a bien réussi ici à réceptionner les gains de la collection de NFT sur nos adresses. Quelque chose qu'il faut absolument vérifier. Ce serait quand même ballot qu'une collection marche très bien. Et puis que l'on n'arrive pas ici
à réceptionner les gains. Donc voilà pour cette vidéo, les explications étaient quand même assez courtes, je sais. Si vous êtes intéressé par ma formation où les explications sont vraiment super détaillées, allez en description de la vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.